à titre d'héros historique, s'il risque tout, s'il est prêt à risquer tout, ou qu'il quitte à tout jamais dans la déchéance. Justin, je vous assure, Justin, que vous ne regretterez jamais, jamais d'avoir agi avec courage, car le courage part de l'amour. Dieu vous protégera, Justin. Dieu vous protégera et protégera votre entourage. Mais il demeure essentiel que vous soyez prêt à risquer tout. Car Dieu vous protégera si au fond de votre intérieur, la raison de cette action est d'amour universel envers tout votre peuple, tout le peuple du Canada. Et ce message que j'ai écrit sur Facebook, que j'ai publié, je vous l'adresse maintenant à tous les êtres humains du Canada et au-delà. Je l'adresse à tous car il faut risquer. Il faut maintenant être prêt à risquer tout pour s'en sortir et s'informer. Écoutez notre voix intérieure, ce n'est pas un très grand risque. Alors, il faut commencer étape par étape. La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple a publié sur Facebook et envoyé un communiqué de presse à tous les journalistes le 25 mai 2021. La procédure judiciaire qui a été merveilleusement rédigée par Maître Dominique Desjarlais, avocat, où se retrouvaient aussi les rapports d'expertise de santé publique, une autre expertise en épidémiologie, une autre expertise en infectiologie, une autre expertise en test PCR et par la suite, le 16 juin, la même fondation que je vais nommer maintenant dans ce live, la fondation, la même fondation a déposé deux expertises supplémentaires relativement aux masques. Ces expertises sont excessivement solides. J'en parlerai un peu plus tard et je vais vous référer les résumés et les conclusions de ces 6 rapports d'expertise judiciaire sont disponibles. Je les ai mis au courant de la dernière semaine sur ma page Facebook. Donc, un après l'autre, une expertise après l'autre et il y a toujours le lien pour le rapport original fourni par la Fondation gratuitement et gracieusement. Ce que je ressens et que nous sommes plusieurs à ressentir est que notre équipe d'hockey nationale, le Canadien, a permis à beaucoup d'êtres humains de se libérer de peurs exacerbées. Et j'en suis excessivement heureuse. Excessivement. Vu que ce filtre noir de la peur exacerbée est tombé, à partir de maintenant, il est de notre devoir à nous de partager des informations solides avec amour et tendresse. Tous, vaccinés, non vaccinés, on s'instruit maintenant. Alors, je commencerai pour expliquer le droit, certains aspects du droit. On est maintenant rendu dans une société à travers des médias et des gouvernements qui nous parlent comme si la pensée unique était le maître d'une situation dans une société démocratique. Alors que la pensée unique est tout le contraire d'une société démocratique, est tout le contraire. Alors, j'ai l'impression qu'il faut que je revienne à la base, parler des principes juridiques de base, parce que je ne comprends pas pourquoi des professeurs en droit ne parlent pas de ces principes juridiques-là. Je ne comprends pas pourquoi de grands avocats, de grandes avocates, et même de juges, on est rendu dans une situation qui a tellement de souffrance humaine
depuis 1 an et demi, je ne comprends même pas pourquoi que les plus hauts juges de ce pays ne se lèvent pas pour protéger les grands principes constitutionnels au sein de notre Constitution du Canada, ce grand pays. Alors, je vais en faire la lecture. C'est mes mots. Ils sont aussi publiés sur Facebook. J'appelais cette publication « Appel au barreau du Québec » pour élever le débat au Québec. Maintenant, j'appelle à tous les élus aujourd'hui, à tous les élus, à tous les juristes, à tous les avocats, à tous les notaires, à tous les juges, à tous les professeurs en droit et à tout être humain pour élever le débat au Québec et au Canada. Les droits fondamentaux des citoyens sont d'une telle importance au sein d'une démocratie constitutionnelle, car nous sommes une démocratie qui est incarnée dans une constitution, que la justice et le système judiciaire en sont les gardiens. Les avocats en font partie, tout comme le barreau du Québec, tout comme les élus, tout comme tout être humain au Canada. Et ne diminuons pas la force qu'un être humain peut avoir comme impact, d'influence. Un être humain, c'est immense l'impact, l'influence que peut avoir dans une société pour qu'elle avance. Les droits à la liberté d'expression et de participer à une manifestation sont des droits fondamentaux inscrits dans nos chartes constitutionnelles et quasi-constitutionnelles respectivement la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. De plus, le droit à l'inviolabilité de la personne est un droit consacré à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l'article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La Cour suprême du Canada, où que nous allons nous diriger dans quelques minutes devant, a interprété le droit à la sécurité de la personne prévu à la Charte canadienne, équivalent au droit à l'inviolabilité de l'article 10 du Code civil du Québec en ce qui concerne pour les êtres humains qui vivent au Québec. Et l'article 10 du Code civil du Québec se lit comme suit. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Et l'inviolabilité, ce n'est pas seulement, on parle de viol sexuel, l'inviolabilité, c'est tout viol de notre intégrité corporelle, psychique. C'est bien au-delà de un viol sexuel, ça l'inclut, mais quand on parle d'une piqûre, d'une injection expérimentale, c'est clairement un viol à l'intégrité de notre corps. Alors, je continue l'article 10 du Code civil du Québec. Sauf dans les cas, donc je recommence, toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut lui porter atteinte à son intégrité, sans son consentement libre et éclairé. Et je l'ai expliqué dans des entrevues, dont au Collins Show avec Jonas Collins, comment on peut interpréter le consentement libre et éclairé, plus en détail. Tous les vaccins pour la COVID-19 sont en phase expérimentale, selon les fabricants eux-mêmes, c'est-à-dire les compagnies pharmaceutiques. Les débats scientifiques se font à tous les jours devant les tribunaux. Il est bien reconnu que le nombre d'experts en une matière est de moindre importance que l'indépendance des experts. C'est-à-dire si les experts sont ou non en conflit d'intérêts et lesquels. Et le conflit d'intérêts, il faut l'interpréter de façon très large, comme le terme corruption est un terme au niveau juridique, la littérature juridique au niveau de la corruption est interprétée de façon très large. Ce n'est pas seulement que des enveloppes brunes. Donc, quand on parle de conflit d'intérêts, ce n'est pas nécessairement juste de recevoir de l'argent.
c'est de ne pas écouter le pourquoi qu'on a choisi cette carrière-là, cette fonction-là. En tant qu'avocate, j'ai choisi mon métier pour la justice. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous, en tant que professeur en droit, est-ce que vous, en tant que juge, vous avez choisi votre métier, votre carrière, votre profession pour la justice de vos concitoyens, des autres êtres humains qui vous entourent et qui ne vous entourent pas aussi? Alors, devant les tribunaux, ce n'est pas le nombre d'experts qui est important. C'est beaucoup moins important. C'est l'indépendance des experts, s'ils sont ou non en conflit d'intérêts. Pour établir l'objectivité d'un expert, des questions sur son indépendance sont choses courantes et même préliminaires devant les tribunaux, malheureusement actuelles, et je ne sais pas pourquoi, tant les gouvernements que les médias, lesquels les médias sont presque tous financés par les gouvernements, ne posent pas ces questions élémentaires sur débat scientifique. Pourquoi n'a-t-il pas de débat et pourquoi il n'y a pas de déclaration sur les conflits d'intérêts? Et conflits d'intérêts, je le répète et je le réitère, comme la corruption, il faut l'entendre dans des termes très larges au niveau juridique. Les médias, je prends une minute pour parler des médias. Au sein d'une démocratie, les médias, ce n'est pas fictif, c'est réel. C'est le quatrième pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, législatif, exécutif et il y a le pouvoir des médias. Les médias sont excessivement importants. C'est le contre-pouvoir. C'est pour éviter l'abus de pouvoir, comme les tribunaux. Chacun des pouvoirs se doivent d'être intègres. Chacun des pouvoirs est là pour surveiller les pouvoirs des autres, pour s'assurer de l'intégrité de soi-même et des autres. Et là, les médias n'en font pas leur rôle. L'impartialité, que ce soit pour un juge, que ce soit pour un journaliste, l'impartialité est un devoir. L'impartialité, pour avoir l'impartialité, un des critères établis dans la littérature juridique, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est de considérer tous les éléments devant soi et ensuite d'en faire un jugement. Et je citerai un jugement que j'aime beaucoup de la Cour suprême du Canada, Snell comme Farrell, ou qui a rappelé aux juges le bon sens quand on juge. De façon vulgarisée, parce que mon devoir en tant qu'avocate, c'est de vulgariser le juridique, c'est de revenir au gros bon sens. Snell comme Farrell, les juges de la Cour suprême, c'est pas récemment, de l'époque, ont rappelé aux juges, et donc à tous les citoyens et aux médias et aux élus, revenez au bon sens. Revenez au gros bon sens. Alors, je vais citer par la suite la professeure en droit Piché, au niveau du droit de la preuve, que c'est reconnu au niveau civil. En principe, le témoignage d'une seule personne peut être suffisant pour permettre à un plaideur de se décharger du fardeau de persuasion. Je vais expliquer, je vais juste terminer sa citation. La corroboration n'est requise que dans des cas exceptionnels. Cette règle s'applique également au témoignage d'experts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est même s'il y a 100 experts qui disent quelque chose, puis qu'il y en a un qui dit d'autres choses, devant un tribunal, là, dans un lieu là, où on se doit de rechercher la vérité, on n'est pas là à dire « Ah, il y en a 100 qui ont dit la même affaire, on n'écoutera pas celui qui parle seul. » C'est pas comme ça que ça fonctionne dans des lieux où on recherche la vérité. On ne regarde pas le nombre d'experts. C'est reconnu en droit de la preuve. La professeure Piché est en train seulement de dire ce que le droit a établi à travers les années, à travers la jurisprudence qu'on appelle.
Donc, c'est reconnu à l'endroit où on se doit de rechercher la vérité devant les tribunaux, que le nombre d'experts, ce n'est pas ça qui est le véritable, ce n'est pas ça à considérer. Il faut considérer est-ce que ces 100 experts-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? On adhère à qu'est-ce qu'ils nous disent? Ou c'est celui qui est seul? Ça n'a pas d'importance, le nombre. Il faut regarder qu'est-ce qu'on ressent qui est la vérité. Et là, on va me dire, oui, mais toi, tu es avocate, tu n'es pas scientifique. Pourquoi tu parles de ça? Ben, les juges ne sont pas scientifiques. Et à tous les jours, il y a des juges qui rendent des grands jugements au niveau scientifique. Comme moi, j'ai eu une cause en obstétrique, entre autres, qui est allée que j'ai eu gain de cause pour mes clients en première instance en cour d'appel et à l'étape de la demande d'autorisation d'appeler en cour suprême. J'ai eu gain de cause à toutes les étapes pour mes clients. Et le juge et les juges ont eu à établir leur position sur les faits scientifiques. C'est des faits. Le scientifique, c'est des faits. Comme un témoin de faits, c'est des faits. Un expert qui vient expliquer son opinion juridique, c'est, dans la portion d'un jugement, l'analyse des faits. Il y a l'analyse des faits dans un jugement. Après, on présente le droit. Puis après, on applique le droit sur les faits qu'on a retenus. Alors, la portion analyse des faits inclut pas seulement si le chien est allé manger l'herbe du voisin ou la nourriture de l'autre chien. C'est aussi les faits, c'est les expertises. Donc, c'est une question factuelle au niveau judiciaire et c'est le juge qui est juriste comme moi. Moi, j'ai 22 ans d'expertise en tant qu'avocate. Je fais des très grandes causes au niveau civil pour des victimes bafouées dans leurs droits. Très, très grande cause. Et c'est un juge qui n'est pas scientifique qui détermine c'est quoi les faits, le droit. Alors, c'est pas vrai si moi, en tant qu'avocate ou un juge, en tant que juriste de la magistrature, détermine par son analyse factuelle des experts devant lui c'est quoi les faits, ce n'est pas vrai qu'un citoyen n'a pas accès à cette analyse-là au fond de lui, dans le sens qu'il se réfère à lui son analyse. Pas on va écouter les autres, qu'est-ce qu'ils pensent. Ça, c'est pas écouter sa voix intérieure. Revenez à écouter votre voix intérieure. Faites-vous confiance. Arrêtez de vivre en fonction de ce que les autres pensent. Apprenez à vivre en fonction de ce que vous pensez au fond de vous-même, intérieurement. C'est le rôle d'un juge. Pour l'analyse des faits, là, le droit, c'est différent. Le droit, on doit considérer la jurisprudence. Mais au niveau des faits, le juge doit évaluer au fond de son cœur, avec les éléments qu'il y a devant lui, c'est qu'est-ce qu'il ressent être la vérité. C'est ça la réalité. C'est accessible à tout le monde. À tout le monde. Actuellement, tous les scientifiques et les experts ne sont plus encouragés à apporter leur propre analyse, alors que la pensée unique est loin de la science avec le débat scientifique, car la science implique le débat scientifique. Le débat scientifique qui en est essentiel et surtout alors que nous sommes devant des vaccins en phase expérimentale. Nous sommes des vaccins en phase expérimentale et on ne peut pas avoir de discussion, de débat scientifique. Et vu que c'est une technologie qui est nouvelle, c'est plus qu'expérimental, là, c'est totalement expérimental. Il n'y en a pas de phase expérimentale pour les moyens puis long terme. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Les fabricants ne le savent pas, personne ne le sait. C'est ça les faits. C'est pas ben oui, ça va être correct, les gouvernements le disent. C'est pas comme ça qu'un procès a lieu. Le procès a lieu, c'est le juge évalue en fonction des faits qui lui sont présentés et les experts scientifiques font partie des faits à analyser. Donc, vous êtes autant vous, chacun, chaque être humain, vous autres, vous êtes chacun capable, comme moi, d'écouter votre voix intérieure, puis de regarder quels sont les faits, les experts qui me rejoignent au fond de moi-même. Est-ce que c'est celui qui parle de vent dominant?
Est-ce que c'est celui qui ne regarde, analyse les foules devant le Canadien de Montréal extérieur et que là, maintenant, il n'y a plus de problème, mais que des manifestants pour les droits et libertés, il y avait un problème? Déjà, là, le juge a à établir la crédibilité. La crédibilité. Donc, vous avez aussi ce rôle-là d'établir chacun au fond de vous-même la crédibilité des experts qui sont devant vous. Ce 17 juin 2021, et c'est disponible sur CPAC, une conférence parlementaire canadienne historique levait le voile au sein des instances parlementaires. C'était, à ma connaissance, la première conférence parlementaire canadienne, que ce soit au niveau du Parlement canadien ou des provinces et territoires, qui avait du sens. Le 17 juin 2021, par le député Derek Sloan et trois experts de haut calibre, qui parlaient au nom de plusieurs experts qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Mais là, il va falloir apprendre à prendre des risques. Et le premier risque à prendre, c'est d'écouter notre voix intérieure. Le premier risque à prendre, c'est de s'informer convenablement. C'est pas un gros risque, là. Il faut arrêter d'avoir peur d'être jugé par les autres. La première personne qui doit être importante dans son jugement, c'est soi-même. C'est tout. D'ailleurs, pour en connaître davantage, je vous invite à aller consulter les sites internet de réinfocovid.fr et discernaction.com. Cette crise politique affecte trop d'êtres humains, alors il importe de contribuer à élever le niveau de réflexion. Se remettre en question est essentiel lorsqu'on mène des combats de haut niveau pour les victimes, comme je l'ai fait, dans un contexte en litige devant les tribunaux. Cela est donc devenu, après ces nombreuses années de pratique, pendant 22 ans, un réflexe que j'ai acquis pour arriver au résultat souhaité, de se remettre en question. Il est triste de constater que plusieurs femmes et hommes politiques n'ont pas développé ce réflexe de se remettre en question. Mais l'appel aujourd'hui, ce n'est pas seulement aux élus. Ils n'ont pas bougé depuis 1 an et demi, en part de Derek Sloan. L'appel que je fais aujourd'hui, c'est à la souveraineté individuelle de notre humanité, que chaque être humain est un être humain souverain individuellement, qui est capable de penser par lui-même, d'écouter ses ressentis, d'écouter sa voix intérieure. Les gouvernements n'informent pas la population que tous les vaccins pour la COVID-19 sont en phase expérimentale, une information de la plus haute importance. Et ce, malgré la vaccination de masse réalisée par les instances gouvernementales et fortement encouragée par les gouvernements. Ceux qui sont supposés de nous protéger nous mentent ou nous cachent. Parce que transmettre de l'information, c'est un mensonge, juridiquement. L'acte juridique qu'est le consentement libre et éclairé a été défini amplement par la jurisprudence et à même la doctrine. Actuellement, la population n'est pas suffisamment informée pour qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Et comme il n'y a aucun bénéfice pour l'enfant mineur pour lui-même, ou pour son groupe d'âge, il est illégal, selon le Code civil du Québec, l'article 21. Allez le lire. Il est illégal pour le gouvernement du Québec et ses instances gouvernementales et toutes les personnes qui mettent la piqûre dans le bras des enfants de 17 ans et moins, de participer, les enfants mineurs, à ces phases expérimentales des vaccins COVID-19. Oui, je suis en colère. Ça m'attriste beaucoup. Comme le consentement, ça m'attriste beaucoup de voir que des gens sont prêts à mettre leurs propres enfants cobayes des compagnies pharmaceutiques. Est-ce que vous croyez que les compagnies pharmaceutiques, c'est votre nouveau Dieu? Je suis certaine que non. Donc, remettez-vous en question, il n'est jamais trop tard.
Après votre première dose, remettez-vous en question. Après votre deuxième dose, remettez-vous en question. Après votre troisième dose cet automne, remettez-vous en question. Après votre quatrième dose, remettez-vous en question. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Jamais trop tard pour écouter sa voix intérieure. Comme le consentement libre et éclairé est un acte juridique dans le but de préserver l'intégrité de la personne, cet acte juridique ne peut être pris à la légère. C'est donc aux compagnies pharmaceutiques et au gouvernement de faire la preuve que toutes les recherches scientifiques ont été dûment complétées, notamment sur les impacts à court, moyen et long terme, ce qui n'a pas été fait à ce jour. Je parle des recherches scientifiques pour le moyen et le court terme. C'est au gouvernement de s'assurer que le débat scientifique ait lieu. Ce qui ne se fait pas. Ici, on parle de la santé de la population. Ce n'est pas une mince affaire. Votre santé, la santé de vos enfants, la santé des gens, des êtres humains au Canada et dans le reste du monde, ce n'est pas une mince affaire. On ne voudrait pas se rendre compte postérieurement que les citoyens ont été les cobayes, et ce sans leur consentement libre et éclairé véritable. Il serait alors trop tard. L'injection aurait été faite. Il ne peut s'éliminer comme une molécule ou un médicament. Mais pourquoi je dis qu'il n'est jamais trop tard? Car plus que vous allez prendre de doses, plus que ça sera plus pire pour votre corps. Et si vous voulez sauver vous-même, mais aussi les autres qui vous entourent, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. La pensée unique n'est pas le meilleur allié pour la protection des droits de la population, des droits enchâssés dans la Constitution canadienne et inscrits dans le Code civil du Québec. Les auteurs Leclerc et Morissette, alors, l'auteur Morissette maintenant est rendu juge à la Cour d'appel du Québec, mais alors il était auteur et professeur en droit, apportaient la consécration de la primauté du droit dans le préambule de la Charte vient conforter notre point de vue relatif à l'impossibilité pour le Parlement central, c'est-à-dire le Parlement du Canada, ou une législature provinciale, ça veut dire un gouvernement d'une province, de prohiber, ça veut dire d'interdire, complètement le contrôle judiciaire de la légalité des actes de l'administration publique. Il est impossible, vu le préambule de la Charte, donc d'interdire le contrôle judiciaire. Donc les gens vont être jugés. Les gens vont être jugés et c'est la Constitution, c'est le préambule de la Constitution qui nous protège de ça. Le juge en chef Lamère, il n'est plus juge en chef maintenant, mais d'alors, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, d'alors, notait l'indépendance de la magistrature, ça veut dire des tribunaux et des juges. L'indépendance de la magistrature a été conçue historiquement comme un rempart contre l'abus de pouvoir exécutif. Conséquemment, et là c'est moi qui parle, si le rempart judiciaire existe, c'est que l'abus de pouvoir exécutif et autres peut exister. Sinon, pourquoi on aurait un rempart? Pourquoi l'ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada parlerait de ça, d'un rempart contre l'abus de pouvoir judiciaire, l'abus de pouvoir exécutif? C'est parce qu'il y a de l'abus qu'on a besoin des remparts. D'autres grands juristes et professeurs universitaires ont réitéré ces grands principes constitutionnels. Et là, je termine mon bloc très juridique. Et l'ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada, Dixon, a précisé clairement, c'est le fait d'entraver l'administration impartiale, ça veut dire indépendante de la justice, ou d'y faire obstacle qui relève du droit en matière d'outrage criminel. Et cela n'a rien à voir avec les sentiments personnels des juges. Ceux-ci, les juges, ne doivent pas se servir du pouvoir qu'ils détiennent à cet égard pour défendre leur propre honneur et aucun juge ne doit permettre que ses sentiments personnels entrent en ligne de compte.
Et ça, c'est le juge, l'ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada, le juge en chef Dixon. Très grand juge. Alors, je vais terminer bientôt. Je veux seulement aussi vous ajouter que je vous invite fortement pour vous informer à aller vers des sources crédibles. Je vous invite, par facilité peut-être, d'aller sur ma page Facebook et d'aller voir les 6 rapports judiciaires. Le premier rapport judiciaire, rapport d'expertise judiciaire, pardon, daté j'ai publié ça le 24 juin 2021. C'est un rapport d'expertise de santé publique et c'est Astrid Stockelberger et c'était aux soins de Maître Dominique Desjardins, avocat pour la Fondation, qui est une priva docenne de médecine et docteur en santé publique, experte de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Université de Genève en Suisse. Je vais lire une seule phrase, mais même le résumé est très long. Le tableau de synthèse de l'analyse de la situation est parlant. Au minimum, nous pouvons affirmer qu'il n'y a plus de justification scientifique et épidémiologique à maintenir un état d'urgence sanitaire en lien avec la COVID-19 au Québec. Et son rapport a été signé le 21 mai 2021. Ça fait déjà de cela plus d'1 mois. Et on est encore, même en zone verte, sous l'urgence sanitaire. Pourquoi? Pour pouvoir vacciner les gens avec un vaccin expérimental. Deuxième rapport judiciaire que j'ai publié le 26 juin sur Facebook de Dr. Claire Craig, pathologiste diagnostique, et Dr. Tania Klimenko, qui est doctorante et qui est expert pour les tests PCR. C'est un rapport d'expertise sur les tests de la COVID, signé le 4 mai 2021 et toujours aux soins de Maître Dominique Desjardins, avocat pour la Fondation. Troisième rapport d'expert judiciaire que j'ai publié sur Facebook, le résumé, le 27 juin. Le rapport d'expert du professeur Christian Perron, médecin infectiologue. Il y a plusieurs titres et même son résumé est très très long. Le quatrième rapport d'expert judiciaire, Dr. Lauriane Toubiana, épidémiologiste, avec beaucoup de titres que j'ai publiés le 28 juin. Je publie les résumés et si les rapports ont été en anglais, je publie des résumés français. Cinquième rapport judiciaire, 29 juin 2021 toujours, par Chris Schaeffer, expert en santé et sécurité au travail spécialisé dans la formation sur les respirateurs et les tests d'ajustement depuis 27 ans. Et c'est un rapport d'expert concernant le danger que représente le port des masques et c'est signé le 7 juin 2021 et c'est terrible. C'est terrible! Ensuite, hier, et je l'ai publié le complet hier soir, le 30 juin, le 6e rapport d'expert judiciaire, toujours au nom pour la Fondation avec Maître Dominique Desjardins, avocat. Et c'est un rapport d'expert sur les masques dans le contexte de la COVID-19 et c'est par le Dr. William Code, médecin anesthésiste qualifié comme spécialiste au Canada et aux États-Unis depuis 1988. Prenez le temps de lire ces 6 résumés ou conclusions de ces rapports en français sur ma page. Prenez le temps de les lire. L'impartialité vient de l'ouverture d'esprit. Donc, pour une analyse juridique juste, il faut appliquer le droit sur les faits véridiques. Comme je vous parlais, l'analyse des faits, qui inclut les expertises. Les faits véridiques de mon analyse. Et vous regarderez votre propre analyse en faisant des recherches appropriées. Les faits véridiques, c'est que ce n'est pas une réelle pandémie. Ce n'est pas une pandémie. Conséquemment, il n'y a aucune raison légale et légitime pour restreindre les droits et les libertés de la personne et il n'y en a jamais.
Alors, je vais terminer là-dessus. Je sais que ça a été déjà bien long. Je vais finir par une phrase. Chaque être humain peut faire une très grande différence. Méthode, se retourner dans son cœur pour puiser tout l'amour nécessaire au courage. Merci. Bonne fin de journée.